Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Balafon Télévision. Le grand plateau démarre pour ce premier numéro de la semaine. Nous nous intéressons au mariage pour ce tome 1. Quelles sont les causes qui peuvent désunir les couples sur le plan légal? Deux invités pour en parler. Bertin Tchinda, il est expert en PNL et AT. Bonsoir Bertin Tchinda. Bonsoir Marie-Flore, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de télévision Balafon. Alors, quand on parle d'experts en PNL et AT, ça signifie quoi? En fait, il faut dire que la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. En fait, l'être humain est programmé. Nous sommes composés d'un ensemble de programmes à l'heure où nous sommes, parce que nous sommes un ensemble de notre éducation, de notre culture, de notre expérience, de notre religion. Donc, nous sommes composés de tous ces éléments grâce à, je voudrais dire, à l'environnement qui nous a vu naître, et nous interagissons à travers nos neurones. Vous savez, l'être humain a des milliers de canaux neuronaux. Et si vous attelez à ouvrir le canal, par exemple, le canal je ne peux pas va s'ouvrir grandement et les canaux de je peux vont se renfermer. Et vous utilisez le langage pour échanger avec les autres. Donc en fait, la programmation neurolinguistique permet à l'être humain de comprendre comment est-ce qu'il a été programmé. S'il a envie de se déprogrammer, on peut le faire grâce à la déprogrammation de cette éducation, de cette culture et autres pour reprogrammer autre chose. En gros, si vous avez envie de devenir quelque chose, vous le pouvez, sinon un peu plus que tous ceux qui ont pu réussir jusqu'à cet instant-là. Parce que nous arrivons sur la Terre avec le même potentiel. Le potentiel est égal chez tout le monde et nous ne laissons exploser que notre performance. Donc la performance qui est le potentiel, moins les interférences qui sont les difficultés, les limites que nous nous posons. Et l'analyse transactionnelle, c'est également le système de pensée de l'être humain. Quand on vous pose les questions ou bien quand vous échangez, vous pouvez puiser dans ce que vous avez appris. On appelle cela le système appris. Vous pouvez puiser dans la logique, vous pouvez puiser également dans les émotions pour répondre à une certaine question. Donc voilà, en gros, ce que signifie la programmation neurolinguistique et l'analyse transactionnelle, qui sont les outils de développement du potentiel des êtres humains et de coaching. Le deuxième invité, Maître Laurent Bondje, il est avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir Maître. Merci, bonsoir aussi. Et bienvenue sur Balafon Télévision. Ah, c'est la première fois, je suppose. Ça va aller, dans tous les cas. Mais avant de vous recevoir, Bertin Tchinda, Maître Laurent Bondje, comment est-ce que, la question qu'on se pose ce soir avant de vous recevoir, comment se porte le Cameroun ce lundi soir? C'est l'heure du journal. Une fois de plus, bonsoir à tous et à toutes. Un mariage clandestin et illégal interdit par le maire de Bafia, Marthe Zintiem, dans un communiqué publié hier à la suite d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, fait savoir qu'un individu se faisant passer pour un officier d'état civil a été surpris en train de célébrer un mariage dans la commune de Bafia de manière illégale. Pour Maître Zintiem, il s'agit purement et simplement d'une violation de la territorialité et illégalité du mariage. Pour elle, il est question ici d'attirer l'attention des familles, notamment des futurs époux, à faire preuve de vigilance et de civisme dans la célébration de mariage préalablement enregistré par la publication des bans et qui est encadré par des lois qui doivent être observées et respectées au risque de nullité du dit mariage, mais plus grave, les coupables encourent des peines privatives de liberté. Une méthode que Madame le maire, diversement appréciée par les citoyens, c'est le cas de Maître Patricia Kouan, avocate au barreau du Cameroun et conseillère matrimoniale rencontrée par nos reporters Hélène Sayoma. C'est un mariage nul parce qu'il est clandestin. Alors, je vais appeler Madame le procureur. Elle a sèchement coupé court au rêve d'un jeune couple qui, quelques secondes après l'échange des consentements, exhibaient déjà leurs alliances devant les convives. Problème,
le mariage est faux. D'après Marthe Félicité Nzinchem, maire de la ville, l'officier d'état civil n'a pas la légitimité pour exercer sur ce territoire. Et je pense que le célébrant le sait d'ailleurs, et je vais saisir le Nindeven. C'est pour ça que je suis venu, parce que désormais j'ai mis des gens pour contrôler ces violations légales. C'est pas sérieux. Monsieur l'officiant, vous aurez dû me voir. Vous êtes dans ma circonscription de commandement avant de procéder à la célébration de ce mariage. Vous-même, vous savez que ce mariage est nul, de par la loi. Un point de vue confirmé par le Code civil dans son ordonnance numéro 81/002 du 29 juin 1951 qui mentionne en son article 83, alinéa 2, est puni des peines prévues à l'article 151 du Code pénal, l'officier d'état civil qui célèbre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent. Si la loi est claire, Maître Patricia Kouan, avocate au barreau du Cameroun et conseillère matrimoniale, voit tout de même dans cette interruption un excès de zèle. Oui, on peut annuler ce mariage bien après et il y a une structure qui est mise sur pied pour ça, c'est le tribunal. Ce n'est pas que le maire, le super maire, a le droit d'arriver, entrer là où on célébrait un mariage et arrêter le mariage. C'était l'excès de zèle. En outre, par respect pour la nation ou encore pour les invités, Marthe Félicité Nzinchem aurait dû réagir autrement, d'après Maître Patricia Kouan. Non, le mariage est vraiment nul. S'il est venu d'une autre juridiction, le mariage est nul. Mais ce n'est pas à cette dame de venir annuler pendant la séance là. Donc elle n'avait pas le droit. Mais par respect et la dignité du pays, pouvait appeler ce monsieur dehors, dire qu'on peut avoir, on peut causer, on peut échanger. Et lui dit, bon, je ne sais pas en quel titre vous êtes en train de faire ce mariage et vous savez que vous n'avez pas la compétence que vous venez faire. Ou bien demander qu'il prouve ce qui l'amène à célébrer ce mariage là-bas. À ce moment, chercher, venez dire ok, on se soit. Peut-être maladroitement, mais l'avertissement est passé. Famille et futurs époux doivent faire preuve de vigilance et de civisme, car la célébration d'un mariage préalablement enregistré par la publication des bannes est encadrée par des lois qui doivent être respectées, au risque de nullité du dit mariage, mais plus grave encore, les coupables encourent des peines privatives de liberté. On rappelle le Code civil dans son ordonnance numéro 81/02 du 29 juin 51 stipule en son article 83, alinéa 2, est puni bien sûr des peines prévues à l'article 151 du Code pénal. L'officier d'état civil qui célèbre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent. On reparle en deuxième partie de ce programme avec Maître Laurent Bondje, avocat au barreau du Cameroun, et Bertin Chinda. Grève à la SICAM, c'est Garoua qui rentre dans la danse. Les employés de la cotonnière industrielle du Cameroun de Garoua se sont joints à leurs collègues de Douala pour réclamer 13 mois de salaire impayé et autres avantages liés à leur service. La correspondance de Daniel Aman dans la capitale régionale du Nord. De la cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM de Garoua, sont sortis en masse sous un soleil de plomb, braver ces canicules de Garoua pour se faire entendre une énième fois encore, réclamant 13 mois de salaire et sans prime. La cotisation à la CNPS, c'est un serpent de mer pour ses employés. Du coup, la tête du directeur général est réclamée. Il doit démissionner. Ce n'est pas facile pour nous aujourd'hui, même pour ceux qui sont sur le terrain et ceux qui veulent aller en retraite et ceux qui sont encore retraités. Parce que les retraités, tu as travaillé peut-être 40 ans, on te dit que tu as cotisé pour 10 ans. C'est inadmissible. Et l'heure est grave maintenant. Nous sommes là comme vous le voyez. On est venu célébrer la mort de la SICAM. On attend l'acte de décès. Il faut qu'on dise la vérité. Si on a fermé la SICAM, ou c'est comment? Parce qu'il est hors de question que chaque jour on ne fait qu'écrire, on colle et on est là. Nous sommes des pères de famille. Tous ceux qui sont là sont des pères de famille. Beaucoup sont morts par manque de moyens. Manque de moyens pour se faire traiter. Ceux qui louent, on est tous chassés de la maison. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer la maison. D'autres même, leurs femmes les ont abandonnés. Parce que les femmes qui ne peuvent pas supporter.
Nos enfants tous sont à la maison. Où allons-nous? La revendication devant l'usine de la SICAM de Garoua, située au quartier Djamboutou. Les grévistes sont déterminés à aller au bout de leur grève, barricader l'entrée principale de la société avec tout type d'obstacles et réclament leur dû. Surtout que beaucoup vont aller en retraite sans pension. Ce qui est encore plus grave, on n'a pas travaillé, ça fait presque un an, au-delà d'un an. Mais on nous a mené les points du 8 mars avec la marque SICAM. Nous voici encore les 1er mai et les 20 mai. On va encore amener la même chose. Alors qu'on nous dit que consommons camerounais. On a tout ici. La ressource humaine est là. La ressource matérielle est là. La matière première est là. Entière dedans là. Tout. Les bas sont remplis. Mais à quoi bon aller fabriquer quelque chose ailleurs pour venir mettre sur le marché alors qu'on en a tout ici? Mais ça c'est une manière de nous enterrer de plus en plus. Aucun cadre de cette société n'est trouvable. On pouvait lire la souffrance sur les visages d'aucuns. Ont perdu leur épouse et enfants, ne pouvant plus supporter la galère. D'autres affaiblis par la maladie, faute de moyens d'acheter les médicaments. Petit à petit, ils tendent la main à une mort certaine de manque d'argent. Alors que ils sont employés à la SICAM. Quand on voit le pain de 8 mars 2024 estampillé, fabriqué par la SICAM, mais alors, de quel SICAM s'agit-elle? Un dernier souffle pour l'exécution de l'hymne national du Cameroun, qui, au moins là, calme un peu la famine. Quand nous quittions le lieu, un air de dénouement planait. Il paraît que le gouvernement aurait débloqué 2,5 milliards de francs CFA pour pallier à ces souffrances. Une information qui n'est pas confirmée jusqu'à ce soir. Il n'y a pas que la SICAM qui est malade, puisque l'hôpital camerounais est un grand malade, malgré tous les efforts des pouvoirs publics à moderniser les infrastructures et équipements dans les 10 régions du pays. Le personnel sanitaire peut qualifier dans les formations sanitaires publiques et privées l'argent avant tout, même en cas d'urgence. Le mauvais accueil et la corruption rampante sont entre autres quelques mots qui minent les prestations dans le système de santé camerounais. Jean Pochouniata. Si au cours des 10 dernières années, le gouvernement camerounais a consacré d'énormes financements dans la construction des infrastructures sanitaires à travers le pays, avec la dotation de presque toutes les régions en hôpitaux de référence bien équipés, certaines localités ont tout l'air marginalisé de cette modernisation des hôpitaux. L'état des lieux des formations sanitaires en zone rurale laisse à désirer. Fort heureusement, les patients sont obligés de s'y rendre pour chercher guérison quand ce n'est pour aggraver leur situation en raison du piteux état de ce qui tient lieu d'espace de soins aux malades. Au-delà de ces deux visages des offres de soins, l'hôpital en campagne comme en ville, à quelques exceptions près, a pour dénominateur commun le mauvais accueil et l'incompétence d'un nombre considérable de personnels médicaux. Présenté aujourd'hui comme l'un des maillons faibles de la chaîne sanitaire, dans les hôpitaux publics, le slogan est bien connu, pas de soins sans argent, et même en cas d'urgence, pas de demi-mesure, comme le témoignent quelques citoyens qui ont failli se retrouver au pays des morts, faute de moyens à l'instant. Une nuit, j'ai fait l'accident, je suis allé là-bas, j'ai saigné, je coulais le sang. Vous savez ce qu'on me demande? On nous demande d'abord si on a de l'argent pour pouvoir prendre son numéro, c'est normal. L'État, c'est comme on doit prendre en charge, on va te prendre en charge normalement. Mais tu pars là, si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Si le bon accueil est le mot d'ordre du privé pour attirer des malades, la qualité des soins reste un sérieux problème, avec un personnel souvent non qualifié dans la plupart des cas. Des citoyens y ont même perdu la vie, faute d'expertise et compétences avérées. La saignée est loin d'être stoppée, malgré la fermeture de certains centres de santé et cliniques incriminés. Depuis quelques années, les pouvoirs publics œuvrent pour une humanisation des soins sans grand succès, face aux habitudes, à la peau dure. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a souvent lui-même fait l'amer constat en débarquant à l'improviste dans des formations sanitaires. La chose à l'envers, c'est parce que la procédure faisait que lorsqu'un patient vient, attendez, moi je ne veux pas de procédure, vous avez une urgence là. Qu'est-ce qu'on fait de l'urgence? Parce qu'on dit qu'on lui a demandé d'aller chercher un carnet ou quelque chose comme ça. En tout temps, on fait quoi? On pensait que c'est en réanimation qu'il doit aller. Est-ce qu'il est en réanimation dans non, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Et que dire de la corruption? Elle gangrène nos hôpitaux autant que les autres services publics. When you want to make one laboratory exam, when that examinator asks you for money, that's a sign, that's a corruption time. When the doctor is not there and the nurse or the colleague sent you out to go and find that doctor to another hospital, that is a sign of corruption because that
costed a lot of money for the patient, who normally need to use less small money for the service. Seulement la sanction ne semble plus faire peur aux adeptes des mauvaises pratiques. Les hôpitaux camerounais ont sans aucun doute besoin d'un diagnostic plus approfondi en vue d'un traitement choc pour guérir d'une maladie qui semble aujourd'hui incurable, l'apathie aux souffrances du semblable. Les tarifs des facturations des ménages n'ont connu aucune augmentation depuis 2012. Déclaration du directeur général de Eneo, Amin Oman, s'exprimait ainsi ce week-end sur nos antennes. Des réponses aux plaintes des consommateurs qui accusent Eneo. René Marquez. Some residents of Douala say they are ignorant in calculating their electricity bill. Je prends l'index, les deux bornes d'index. Je vois la différence. Bon. Il y a dit qu'ils ne se sont pas trompés, ils m'arrêtent là-bas. Qu'il n'y a pas empiété, non? Que par exemple, ce n'est pas 830, alors qu'on est venu prendre à 730 pour monter. Dès que je vois que 830 connecte avec son camarade, la seconde facture, je m'arrête là, ça me suffit. While some are versed with the mathematics involved, Néo a plusieurs tranches. La tranche économique, c'est dans l'ordre de 0 à 60 francs. Bon, c'est celle que j'utilise, donc je ne connais pas plus que ça. Kilowatt. Or 100 francs. When I consume 18 kilo, it means I'm going to pay 1,800. Then that 500 francs, it is the Frenchman call it caution. Then they will add it on top of that 1,800. It will be 2,300 francs. Others complain of obese electricity bill. Then someday I ask them why this my bill is too high. They say to me that no, there's small technique to the company. Responding to Cameroonians' accumulated worries, especially on tariff, Amin Homan Loudier is the Director General of Eneo. Premièrement, ce n'est pas Eneo qui fixe les tarifs de l'électricité. Il faut que ce soit bien clair. C'est l'ARCEL. C'est le régulateur, c'est le gouvernement, et c'est son rôle qui définit quels sont les prix de l'électricité. Eneo applique les tarifs d'électricité qui lui sont prescrits par le régulateur. And to further shed light on the issue, the Eneo Director General expounds that en moyenne, Eneo facture le prix de l'électricité à peu près à 80 francs. En moyenne. Le coût que supporte Eneo sur le kilowattheure d'électricité, que l'on facture à 80 francs, c'est 106 francs, un peu plus que 106 francs. C'est-à-dire que il nous coûte 106 francs, il coûte à Eneo 106 francs, et on le facture 80 francs. La différence de ce coût-là est compensée par l'État, puisque nous avons un mécanisme de compensation tarifaire qui fait que la différence est compensée. Et l'État compense comment? Compense sur le budget de l'État. Adding to his explanation, the household tariff has not increased since 2012. Depuis 2012, les prix de l'électricité n'ont pas augmenté, sauf très récemment pour une catégorie de clients qui sont les industriels en moyenne tension ou en haute tension. In reply to complaints from locals suspect the constant power blackouts, the Eneo director advances technical transportation as one of the reasons. En sport, football, Marc Brice, officiellement coach des Lions Indomptables du Cameroun. Son contrat a été signé cet après-midi au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Au cours de la cérémonie, le ministre Moale Kambi a demandé au nouveau sélectionneur de travailler en parfaite collaboration avec la Fédération camerounaise de football afin d'obtenir des résultats positifs pour les Lions Indomptables du Cameroun. De l'autre côté, on annonce que Samuel Eto'o va proposer au comité d'urgence le sélectionneur de la FECAFOOT. En rappel, les dirigeants de la Fédération camerounaise de football ont donné un ultimatum de 72 heures au président de la FECAFOOT pour nommer un nouveau sélectionneur de l'équipe senior masculine de football du Cameroun. C'était au cours d'une réunion d'urgence tenue samedi dernier à Yaoundé. De retour sur le grand plateau avec nos invités Bertrand Tinda et Maître Laurent Bondje. Le Cameroun, sinon, eh bien, il faut dire que la société camerounaise est très malade du fait de l'ignorance. Pourquoi les couples ne résistent pas? Une vidéo devenue virale sur le Meta donne à voir la maire de la commune de Bafia dans le département du Mam Inoubou interrompre les festivités d'un mariage civil célébré en privé dans un domicile.
Elle évoque alors la nullité de cette célébration au vu de son caractère illégal. Comment, pourquoi le célébrant ignorait-il la loi? En a-t-il réellement qualité? Mariage au Cameroun quand l'illégalité devient légale, c'est la lecture des faits que nous propose Blanche Bidgar. Comme dans une séquence de telenovelas, on voit la mère Marthe Félicité Zinchem Abodio de la commune de Bafia ordonner l'interruption des festivités, alors que visiblement le couple venait à peine d'être déclaré mari et femme. Le célébrant du jour, dont l'identité et la fonction restent jusqu'ici inconnues de nous, semble vouloir disparaître sous terre. Prenant le micro, elle annonce la nullité de cet acte, l'officiant étant illégalement entré dans son territoire. L'état civil entre dans ma ville sans mon autorisation, sans même m'avoir contacté et célèbre le mariage parce que c'est un mariage nul, parce qu'il est clandestin. Dans son speech, on relève néanmoins que ce cas est loin d'être isolé. Madame le maire laisse en effet entendre que des agents de sa commune sillonnaient régulièrement les arrondissements après avoir eu vent de pareilles pratiques. Certains clandestins se seraient même déjà fait passer pour des officiers d'état civil afin de célébrer des unions, frappées du coup de nullité. Dès lors, c'est la stupeur totale au sein de l'Assemblée, mais surtout beaucoup de questionnements au sein de l'opinion. Le célébrant, en écartant l'hypothèse d'une imposture, n'était-il pas au fait des dispositions de la loi ? Au-delà de la première infraction que représente la célébration d'un mariage sur un territoire où il est incompétent et qui peut conduire à une privation de liberté selon le code pénal, le code civil camerounais envisage la célébration d'une union dans un domicile privé seulement en cas d'empêchement grave. L'article 75 prévoit ainsi, je cite, « Le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. » Fin de citation. Si la maire de Bafia ne reconnaît pas cet homme comme étant officier compétent, d'où vient-il alors pour se retrouver officiant à Bafia? L'un des mariés, sinon les deux, et même la famille, était-il informé des dispositions légales liées à cette célébration? Des questions et d'autres, jusqu'ici sans réponse, mais qui mettent en lumière la grande ignorance de plusieurs concernant la réglementation en matière de mariage. Combien sont-ils en effet à s'être mariés hors de la commune de résidence de l'un ou de l'autre conjoint? Combien sont-ils à avoir violé la prescription du respect de la publication des bans dans la mairie où le mariage sera célébré, ainsi que la durée? Combien de mariages seraient encore valides si le respect des procédures et des textes était la condition? Comme a dit quelqu'un, on finit par écarter la norme pour normaliser l'écart, ainsi va la République. Entre ceux qui savent et refusent d'appliquer, et ceux qui ignorent, mais feignent de savoir. Bertin Tinda, vous avez suivi l'étincelle de lecture de Blanche Bidgar ce soir. Votre commentaire de ce qui s'est passé dans la ville de Bafia ce week-end? Je dois dire, Marie-Flore, que pour une fois, je vois quelqu'un qui fait son travail. C'est-à-dire la dame qui fait son travail, la dame qui aimait, qui fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, on peut réagir avec beaucoup d'émotions en se disant il y a toute une cérémonie qui a été gaspillée, il y a les mariés qui sont venus de très loin, il y a la nourriture que l'on a faite, il y a la fête que l'on devrait faire, mais on oublie la conséquence lointaine d'un acte posé ainsi. C'est-à-dire qu'on peut célébrer un mariage comme cela, et certainement, je parle sous le contrôle de Maître Bondier, des années plus tard, 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tard, on peut se retrouver en train de chercher à résoudre un problème qu'on aurait pu arranger
beaucoup plus tôt, c'est-à-dire exercer ou valider un mariage dans la stricte légalité. Est-ce que ce maire qui a posé cet acte, est-ce qu'il était dans son droit? Nous voyons visiblement qu'il n'était pas dans son droit puisqu'il a rangé ses bagages et puis il est rentré. Maintenant, cela nous pousse à nous poser une autre question, la question de savoir, que représente le mariage, pas pour le célébrant, mais pour les célébrer, c'est-à-dire l'époux et l'épouse. Oui. Que représente le mariage pour eux? Sont-ils rentrés dans une réelle préparation du mariage? Et le mariage qui ne compte pas simplement pour la cérémonie que l'on organise ce jour, mais également qui compte pour toute une vie. On voit ici que ce mariage a été regardé juste sous l'angle de la célébration. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent venir bien plus après. Donc, je pense, pour ma part, si on veut vivre dans une société légale, si on veut faire de telle sorte que demain, nos enfants, nos descendants ne récoltent pas les fruits de nos égarements ou bien de nos émotions aujourd'hui, oui. On devrait faire tout et tout pour que ce que l'on fait soit dans la stricte légalité. Et pour ma part, encore une fois de plus, je dis, cette dame, avec certainement beaucoup de zèle, elle a fait son travail et rien que son travail. Et on devrait, si on ne lui tire pas un coup de chapeau aujourd'hui, on lui tirera un coup de chapeau demain pour nous avoir évité, ou bien pour avoir évité aux descendants de ce couple-là, certainement, un mariage qui n'aurait pas été légal. Maître Bondier, c'est une consoeur, Maître Zintiem, parce qu'elle est avocate également au barreau du Cameroun. Pour certains, la méthode utilisée par Madame le maire, est-ce que cette méthode de Madame le maire de Bafia était celle recommandée? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de faire passer le message en rappelant aux mariés ou même à l'officier d'état civil qui était présent, du moins celui qui se présentait comme officier d'état civil, en se disant, voilà, le mariage est encadré par certaines lois? Moi, je crois qu'il y a plusieurs méthodes. Chacun a sa méthode. La mère de Bafia, on connaît ses méthodes. Ce n'est pas la première fois, je crois, elle a fessé une personne, elle a filmé pour faire... Ce n'est pas la première fois. Elle a ses méthodes vraiment un peu brutales, je peux dire, mais c'est quand même qu'elle avait raison quelque part, parce qu'il ne faut pas laisser courir l'illégalité quelque part. Je dis, le mariage n'est pas un jeu, parce que tel que je vois ces gens faire, c'est comme si ils jouaient et puis on appelle un peu de personnes, on dit qu'on va vous unir, et comme un jeu et chacun fait ce qu'il veut. Le mariage est organisé, c'est une institution qui est respectée et qui a des règlements qui sont suivis. Ouais. Il faut donc, avant de se marier, si on n'a pas prêt, ça ne vaut pas la peine de se marier. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont prêts à prendre 2-3 femmes alors qu'ils ont fait un premier mariage sous système monogamique et ils vont chercher des femmes, etc. Tu parles à la maison, le gars te dit que ben, je suis déjà marié, te montre même ses actes. Donc, ce type de réaction est à approuver parce que ça va décourager certaines personnes. Qu'est-ce qui a quitté son cercle familial ou son cercle amical ou son cercle où on est connu pour aller dans un coin où personne ne vous connaît? Alors que le mariage a pour rôle, dès le départ, vous vous mariez devant les hommes. D'abord, ça doit être solennel et ensuite, les gens doivent approuver votre mariage. Si vous vous mariez en cachette, sûrement, c'est vous seul qui savez que vous êtes marié. Et ça peut avoir des conséquences énormes. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus de divorce. Et parfois, la femme se rend compte que tu l'as trompé parce que tu l'as amené au cours d'un truc pour dire que vous êtes marié, alors que peut-être elle croyait que c'était un amusement ou peut-être elle avait d'autres esprits. Ouais. Et au moment où elle se ressaisit, eu égard à tes actes et autres, elle dit, mais non, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Et elle met des spécialistes qui vont fouiller et se dire que ce mariage est nul parce que les conditions de fond et de forme n'ont pas été respectées. Et justement, Maître Bondier, sur le plan légal, qui peut attaquer un mariage jugé illégal? Tous ceux qui ont intérêt. Tous ceux qui ont intérêt. Une femme, par exemple, mariée avec un système monogamique, peut attaquer un mariage que tu es allé
concédée dans un village ou dans une ville où personne ne te connaît. Oui. Elle peut s'opposer si elle a vent. Mais si elle n'a pas vent, elle peut toujours attaquer ce mariage. Ceux qui ont le pouvoir de donner leur consentement, c'est-à-dire que le père ou la mère, suivant les mariés et les conjoints qui sont encore mineurs, du moins qui n'ont pas encore l'âge majeur, et qui doivent donner leur consentement, peut s'attaquer en mariage. Okay. La seule chose que l'ordonnance de 81, du 29 juin 81, indique, c'est que on ne peut pas se plaindre pour la dot. Donc, vous ne pouvez pas vous opposer à un mariage parce que les époux n'ont pas donné la dot. Ça, c'est pas possible. Mais on n'a pas dit que la dot n'était pas possible. Ça revient aux familles, c'est quelque chose qui est institué, mais bon, qui est symbolique. Ouais. Bon, mais pour s'opposer, il faut avoir intérêt. Il y a intérêt, comme j'ai dit, pour la femme mariée sous système monogamique. Il y a intérêt peut-être du tuteur qui devait donner son accord, enfin, pas accord en tant que tel, mais qui devait donner son autorisation, son consentement, peut-être lors du mariage, etc., etc. Et puis, il y a des conditions. Par exemple, vous avez votre fille qui a moins de 15 ans. Oui. Et qui est allée se marier, vous pouvez vous opposer. D'abord parce qu'on a violé la loi. On se marie. Les mineurs. Oui, pour les mineurs. C'est-à-dire que l'homme, c'est à partir de 18 ans. Pour la fille, c'est à partir de 15 ans. Par exemple. S'ils n'ont pas cet âge, ils ne peuvent pas se marier. Oui. Ils doivent donner leur consentement. Et s'ils sont mineurs, l'un des tuteurs ou bien les parents du mineur doivent donner leur consentement. Donc, il y a une kyrielle des textes comme cela. Mais revenons sur le cas de Bafia, Maître Laurent Bondje. Tout à fait. Est-ce que c'est Madame le maire qui devait venir faire constater l'illégalité du mariage, ou alors elle devait venir, je dis n'importe quoi, avec un huissier de justice, par exemple? Qu'est-ce qui devait normalement se faire pour le cas de Bafia, puisque Madame le maire dit ne pas reconnaître l'officier d'état civil qui est là? Par conséquent, qui devrait le faire? Et comment est-ce que ça devrait se passer? Moi, je crois que dans un secteur comme Bafia, même s'il avait été nommé officier d'état civil spécial, il devait au moins connaître le maire. Ça veut dire qu'il doit, avant de célébrer le mariage, il devrait prendre la tâche de Madame le maire pour lui dire que je célèbre le mariage chez vous, à tel endroit. Et même quand on est officier d'état civil spécial, on a un secteur bien déterminé. Et on doit prêter serment. Et ce serment est introduit chez le maire, parce que c'est elle qui couvre le secteur. Elle doit avoir les serments de ceux qui sont nommés maires là-bas. Mais à voir ces réactions, il n'y avait rien qui prouvait qu'elle était au courant que ce monsieur était même maire. Oui. Au-delà de la célébration du mariage, il y a d'abord la qualité des maires qui joue, parce que quelqu'un qui n'est pas maire et qui célèbre un mariage, ce mariage est nul et non advenu. Donc, je crois que le maire doit encore nous donner des explications sur ce qu'elle a constaté. Parce qu'il y a une kyrielle de constatations qui peuvent l'amener à agir. Maintenant, elle agit d'une manière brute. D'autres, peut-être, le feraient sobrement. C'est-à-dire, ils appelleraient le monsieur ou ils enverraient quelqu'un pour leur dire que vraiment, je ne suis pas d'accord de cette méthode. Oui. Vous savez, mais de plus en plus, on a des hommes qui se disent, au Cameroun, on aime trop le chuchuchu, comme on dit. On aime des choses qui sont un peu clémente, mais il faut le faire. Il faut aller au fond, affronter le diable sur le fond. Et c'est ce qu'elle a fait. Pour démontrer aux Camerounais, aux sceptiques, que voilà un monsieur qui célèbre un mariage sans avoir l'onction de célébration. Nous allons rentrer dans les exemples plus palpables parce qu'ils nous regardent actuellement à la télévision et certains ont des questions. D'ailleurs, ils l'ont envoyé sur le réseau social Facebook ce matin. On va prendre des cas vraiment. Peut-être on va commencer par le premier cas. Premier cas d'exemple, c'est celui du mariage en famille. On voit dans beaucoup de contrées, dans beaucoup de villes, lors de la célébration de la dot ou de la cérémonie de dot, le mariage civil qui suit immédiatement. Bertin Tinda, pourquoi, selon vous, dans certaines familles, on profite justement de la dot pour faire immédiatement le mariage civil? Il peut y avoir beaucoup de raisons qui viennent justifier cela. L'une des raisons, ça peut être le mimétisme.
le mimétisme social, c'est-à-dire qu'on a vu comment est-ce que l'enfant d'une ou bien un ami qui s'est comporté de la sorte, et puis cela a été fait en très grande pompe. On ne voudrait pas que cette personne soit au-dessus sur le plan social de nous. Et puis on organise aussi, il faut faire venir le maire, on déplace le maire, on le gère le maire, il faut qu'il vienne jusqu'à la maison pour célébrer le mariage. Ça peut émaner également de la culture d'une famille. La famille n'est pas habituée, vous savez, aujourd'hui, pour des personnes qui grandissent en termes de classe sociale, ils aiment faire venir les gens chez eux pour découvrir la propriété pour montrer à tout le village ou bien à toute la ville ou à tout le quartier qu'on peut. C'est le terme, pour montrer aux gens qu'on peut. Mais il faut toujours dire que... Ou qu'on est quelqu'un. Ou qu'on est quelqu'un. Mais il faut toujours aller regarder sur le plan légal. L'important, ce n'est pas de faire venir quelqu'un ou de ne pas faire venir, ou bien de ne pas faire venir une autre personne. Oui. L'important, c'est est-ce que l'on agit ainsi sur le plan légal. Si vous me permettez, Marie-Flore, j'aimerais revenir sur la conséquence de l'illégalité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'illégalité, on surfe un tout petit peu sur les émotions, sur les sentiments, sur notre appréhension, sur nos jugements et les appréhensions pour dire il n'aurait pas fallu que l'on fasse comme ceci. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui aujourd'hui, à l'âge de 17-18 ans, vont s'inscrire dans les universités occidentales comme Harvard et autres. Quand on revient ici pour voir, pour contrôler leurs actes de naissance, on se rend compte que l'acte de naissance a été établi, par exemple, dans une circonscription qui n'avait pas droit. Et du coup, ils sont rejetés par l'université parce qu'on dit que l'acte de naissance n'est pas réel. Alors, le snobisme aurait aimé, le snobisme sur lequel on s'est apaisanti ou bien on s'est appuyé à faire en sorte que l'on fasse ce qui ne nous vient pas à la tête. Donc, ce mariage, quand le mariage est illégal parce qu'on veut se conformer à la façon par laquelle les uns et les autres font autour de nous, quand on veut montrer sa puissance sociale, qu'on voudrait faire croire, ou bien voudrait montrer aux gens qu'on peut faire venir qui on veut parce qu'on a de l'argent, parce que, et là aussi il faut dire que c'est le pouvoir de l'argent qui agit. Il faut penser à ce qui peut survenir bien après. Nous avons ces conséquences des actes de naissance qui peuvent être établis dans les endroits inappropriés. On a également les exemples des cartes d'identité qui aujourd'hui, parce qu'on a voulu faire une autre carte en dehors de la carte que l'on avait, grâce aux moyens, au pouvoir que l'on avait à cet instant, bloque la sortie des pièces d'identité. Donc c'est autant de choses. Si on veut construire une société solide, on doit s'appuyer sur les règles et sur les normes, sur les réelles normes. Quelqu'un a dit, quel Cameroun allons-nous laisser à nos enfants? Mais je pense plutôt qu'on devrait dire, quels enfants devrons-nous laisser à ce Cameroun? Et si on pense aux enfants qu'on doit laisser à ce Cameroun, on doit leur imposer la façon juste de regarder la vie, la façon juste de prendre des décisions, parce que vous savez, nous sommes aujourd'hui le résultat des décisions que nous avons prises dans les 2 à 5 dernières années ou à 10 dernières années. Ce que nous allons être dans les 20 à 30 prochaines années, c'est également le résultat des décisions que nous prenons aujourd'hui. Est-ce que ces résultats sont justes ou pas? Donc, si nous faisons venir le maire chez nous, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que c'est dans la légalité? Maître Bondier, on revient sur l'exemple évoqué tout à l'heure avec Bertin Tinda. Est-ce qu'un mariage qui est célébré dans un domicile privé est légal? Il est légal lorsque, lui-même il a dit d'ailleurs, lorsqu'on suit les normes, lorsqu'on le fait dans la légalité. C'est quoi le faire dans la légalité? Dans la légalité, par exemple, il faut que le procureur puisse permettre à ses futurs époux de célébrer le mariage dans leur domicile. Donc ça veut dire qu'il faut une autorisation du procureur. Du procureur pour célébrer ce mariage. Cela indique qu'il faut donner des raisons. Pourquoi vous n'allez pas célébrer de manière solennelle au centre d'état civil? Vous devez dire pourquoi vous voulez, parce qu'on suppose que votre domicile, ce n'est pas le tout venant qui va entrer. Oui. Quand même, vous sélectionnez qui entre, qui n'entre pas. Mais ce n'est pas l'esprit du mariage. L'esprit du mariage, c'est que ça doit être célébré devant tout le monde. C'est-à-dire au vu et au su de tous ceux qui veulent
savoir. Vous ne pouvez pas interdire à une personne d'assister à une célébration de mariage. Ce n'est pas possible. Mais à ce moment-là, quand vous indiquez célébrer le mariage chez vous, ça veut dire que quelque part, c'est limité. Ce n'est pas n'importe qui va entrer. Vous allez sélectionner des personnes qui vont entrer, etc. Et ce n'est pas permis. En droit, non. Ça doit être ouvert pour tous, c'est solennel. Et ça doit, n'importe quel individu, même de passage, peut assister à votre mariage. Parce qu'on ne sait jamais, demain, ceux qui vont faire valoir votre mariage, demain, il peut arriver que quelqu'un dise, mais j'ai été à la célébration. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que l'homme n'a que 3 actes dans sa vie et même dans sa mort. Il y a l'acte de naissance, il y a l'acte de mariage et puis l'acte de décès. Ces actes doivent être suivis de manière solennelle. Vous devez le faire dans la légalité. Imaginez quelqu'un qui a fait un faux acte de naissance et il est à l'hôpital. On doit lui administrer un certain nombre de médicaments. Mais ces médicaments-là respectent l'âge. Alors lui, il a fauté, il a retiré peut-être 5 ou 10 ans. On va lui donner le médicament de quelqu'un qui a son âge inventé là, mais qui risque de ne pas le soigner. Ou qui risque de l'emporter, c'est-à-dire l'amener de l'autre côté. Ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Ça peut être un concours où on dit que bon, les gens qui ont de tel âge à tel âge doivent subir ce concours. Et on sait pourquoi on l'a dit. On ne le dit jamais au hasard. Vous savez, le corps humain se détériore d'une certaine manière. On sait qu'à tel âge, vous ne pouvez plus faire ceci, vous ne pouvez plus faire cela. On le voit avec les footballeurs, voilà. Notamment. Si vous avez donc truqué votre âge, vous vous mettez en porte-à-faux pour vous-même. Vous vous mettez même en danger. Parce qu'il y a des choses que vous allez faire suivant l'âge que vous avez désiré, mais que votre corps ne veut pas consommer parce que votre corps n'a pas cet âge. Mais Maître Bondier, en dehors de demander une autorisation du procureur pour célébrer un mariage en privé, dans un domicile privé, quelles sont les autres raisons qui peuvent annuler un mariage? Nous avons entendu, et là, on souhaiterait que vous nous apportiez la réponse à cela, que les mariages qui sont célébrés en dehors des communes des conjoints, c'est-à-dire que ni de naissance, des salles prévues dans les salles de ni de naissance pour l'un des conjoints, ni d'habitation pour l'un des conjoints, sont des mariages qui peuvent être annulés, simplement. Ça, c'est la première question. La deuxième également, un autre exemple, ce sont des personnes qui célèbrent dont l'officier d'état civil est un parent de l'un des conjoints. D'abord, c'est interdit. Voilà. C'est interdit que votre parent célèbre votre mariage. Quand vous parlez de parents, vous parlez de qui concrètement? Bon, par exemple, votre père, même s'il est officier d'état civil, il ne devrait pas célébrer votre mariage. S'il est votre oncle, par exemple? Il ne devrait pas. C'est quand même rapproché. Dans une commune, il y a quand même des adjoints. Ouais. Et ces choses-là s'analysent lorsque la publication des banques est faite. On sait que tel est le fils de tel. Puisque c'est vous donnez quand même vos actes de naissance et on relève tout cela. Donc vous ne pouvez pas venir donner l'onction à votre fils dans son mariage, c'est interdit. Oui. Vous avez violé allègrement la loi. Parce qu'à ce moment-là, vous avez des adjoints, vous cédez votre place à l'adjoint. Ce n'est pas forcément vous qui devez le faire. L'essentiel est que ce mariage soit fait dans les règles de l'art. Et que demain, on ne puisse pas dire ceci. Vous savez, quand vous êtes vous-même à l'œuvre, vous pouvez trembler. Un médecin qui ouvre le ventre de sa maman, c'est vrai, ça se fait un peu partout, mais ce n'est pas bien pour lui-même. Parce qu'à un moment donné, en opérant sa maman, il peut se souvenir de certaines choses et hop, ça se bloque. Donc, si j'habite Yaoundé 5e, mon conjoint et moi, nous habitons Yaoundé 5e, je suis né, nous sommes nés à Yaoundé 5e, je vais me marier à Yaoundé 6e, est-ce que mon mariage est légal? En principe, il y a problème. Il y a problème parce que vous habitez à Yaoundé 5e, vous êtes né à Yaoundé 5e, il est normal que vous vous mariez à Yaoundé 5e. Mais vous pouvez, dans la même ville, parce que aussi aujourd'hui nos villes sont un peu, comment je peux dire, cosmopolites, vous pouvez bien vous marier dans une autre commune, dans la même ville. Parce que en dehors.
Pas en dehors, vous ne pouvez pas quitter par exemple Yaoundé. Vous venez vous marier à Douala. Vous venez vous marier à Douala ou aller à Kribi ou aller à Bafia. Ça simule même une sorte de fraude. C'est-à-dire que vous voulez échapper à ceux que vous connaissez. Alors qui pourra donc s'opposer à votre mariage s'il a des raisons de s'opposer? Parce qu'il ne saura même pas que vous êtes marié. Quelqu'un ne peut pas aller fouiller toutes les communes de la République pour voir si vous voulez vous marier. Mais si vous exercez votre droit dans votre ville de naissance, sûrement, dans votre ville de naissance, au moins une personne va voir que tel veut se marier avec un tel. C'est pour ça qu'on exige la publication des bans. Je suppose. Dr Ntinda, tel que vous écoutez le maître Laurent Bondier évoquer la plupart des cas que nous évoquons ce matin, que nous signalons ce matin, que représente aujourd'hui le mariage pour les époux, selon vous? Ça, c'est une très bonne question, Marie-Flore, parce que quand on parle de mariage, on s'arrête un tout petit, on s'arrête presque dans 99% des cas sur la célébration, c'est-à-dire la cérémonie du mariage. Or, le mariage est beaucoup plus grand que ça. Il commence longtemps avant et il va continuer longtemps après la célébration, des années après la célébration. Les gens ne se focalisent que sur la célébration et c'est même la raison pour laquelle cette célébration, parfois, elle est mal faite. Elle est mal faite parce qu'on ne sait pas là où on va. C'est comme si c'était un trophée que l'on allait l'arracher, on va prendre le trophée et puis on va continuer au travail. Le mariage, c'est une institution franchement très très grandiose. Et Maître l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 3 actes. L'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. L'acte de mariage, pour qu'on puisse faire un mariage, il faut une réelle préparation, une compréhension fondamentale de ce qu'est le mariage. Les gens vont aujourd'hui se marier parce qu'ils ont des raisons, simplement des raisons de se marier. Et c'est vrai que l'on doit avoir des raisons de se marier. On peut se marier par mimétisme comportemental. On a vu son frangin se marier, on a vu son ami se marier. On peut le faire par mimétisme familial. On a vu son grand frère se marier. On peut le faire parce que on a enceinté une fille ou bien on a été enceinté par un homme et on dit mais pourquoi est-ce qu'on peut aller loin? On peut aller plus loin que ça. On peut même le faire par passion sexuelle parce qu'on a fait du sexe avec X ou Y et puis c'est très bon. On dit pourquoi est-ce qu'on ne va pas se marier? On peut même le faire également parce que on a des intérêts qu'on a mis en commun. On a acheté un terrain ensemble, on a développé un business ensemble. Pourquoi se séparer encore pour aller trouver quelqu'un d'autre? Mais il faudrait que l'on comprenne que parce que chacun a ses raisons de se marier. Tout le monde a ses raisons. Il faut comprendre qu'au-delà des raisons de se marier, il y a le but du mariage. Oui. Si on ne met pas le but du mariage au-dessus de ce qu'est la raison de se marier, on fera les choses à la va-vite et puis on va se retrouver dans des problèmes. Le but donc de se marier, c'est quoi? Le but de se marier, c'est d'être meilleur avec l'autre que quand on ne l'était individuellement. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale à 2 ou c'est supérieur à 2. Donc on sort des sentiers battus de l'Église qui dit que 1 plus 1 égale à 1. Non, 1 plus 1 égale à 2 ou bien c'est supérieur à 2. Ça veut dire que quand une femme va retrouver un homme ou bien un homme va retrouver une femme, ensemble, ils vont devenir meilleurs que quand ils ne l'étaient individuellement. Et cela suppose donc qu'ils doivent établir ce qu'on appelle un projet de couple. Le projet de couple ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en 2 jours. Ça se fait dans cette période qu'on appelle la période de fiançailles. Et dans cette période de fiançailles, ça permet à chacun d'aller visiter la carte de la réalité de l'autre, d'aller visiter la vision du monde de l'autre pour comprendre si c'est possible que ces personnes, après la célébration, après la consécration, ils puissent vivre ensemble pendant longtemps. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et c'est dans ce projet et dans ces fiançailles, sous forme de projet de couple, qu'on verra certainement ce qu'il faut pour notre mariage. Je veux dire, d'abord pour la célébration, non, d'abord pour le projet de vie, du projet de couple, et ensuite pour la célébration. Et vous voyez que si on a fait les choses ainsi, les choses deviennent différentes de ceux qui se sont retrouvés là. Et puis, ils n'ont eu que la raison de se mettre ensemble. Donc, au-delà de la raison de se mettre ensemble ou bien de faire un mariage, il y a le but du mariage qui doit surplomber tout.
Maître Laurent Bondier, peut-on réunir les couples frappés d'illégalité? Réunir, comment les faire revenir? Oui, ça veut dire que si un mariage est frappé d'illégalité, est-ce qu'il y a possibilité pour les mariés d'arranger cela, de se rattraper et d'arranger cela? Non, il y a des cas où ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une erreur légale, ça doit être corrigé. Comme quel exemple, par exemple? Non, l'exemple, par exemple, il n'y a pas eu de consentement. C'est des conditions de mariage sans lesquelles il n'y a pas mariage. C'est-à-dire que vous êtes des amis, que vous êtes retrouvés quelque part, et bon, si vous voulez, vous continuez. Mais toujours est-il indiqué, comme il a si bien dit tout à l'heure, lorsque le mariage n'est pas bien passé, il y a toujours une faute que l'un ou l'autre va commettre et qui va amener votre partenaire à se plaindre ou tout simplement à solliciter. Aujourd'hui, nous vivons les divorces. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a tel conjoint qui ne pensait pas que vous pouviez faire telle chose ou que vous lui avez dit que je peux et vous n'arrivez pas. Il s'est dit, mais attends, je suis avec qui? Il me promet, mais il ne fait pas. Donc, le divorce. Il y a des exemples comme ça, il y a une kyrielle d'exemples dans ce sens, où des gens ne se comprennent plus après le mariage, c'est-à-dire que celui qui était plus, comment je peux dire, docile ici, toujours prêt à faire ceci, à faire cela, il ne le fait plus. Mais Maître Bondier, quels sont les pièges sur la forme auxquels s'exposent les mariés? Quels sont les différents pièges? C'est-à-dire que lorsque je veux me marier, pour ne pas tomber justement dans l'illégalité, qu'est-ce que je ne devrais pas faire ou qu'est-ce que je devrais faire pour que mon mariage soit légal? Il y a des conditions, comme on les appelle, des conditions de forme et de fond. Quand on parle des conditions de forme, il y a la publication des bans. Un mois avant de vous marier, vous devez publier les bans. Et ces bans-là ne sont pas seulement publiés par votre volonté, il y a même l'obligation pour le maire qui vous reçoit d'envoyer cette publication des bans dans vos différents secteurs de vie. Donc là où vous êtes, il doit envoyer. Parce que là-bas, il y a aussi une certaine vérification. On peut se rendre compte, vous savez, quand on prononce un divorce, on transcrit votre divorce sur votre acte de naissance. Donc il y a les formalités de transcription. Lorsqu'on arrivera, c'est vrai qu'actuellement, il y a encore beaucoup de problèmes, mais on va y arriver. Et à partir de là, on peut voir que ce monsieur, il est un divorcé, ce monsieur, il est même marié, parce que chaque fois que vous vous mariez, on transcrit dans votre acte de naissance la mention de marié. Et sous tel système il a pris. Donc à partir de là, on peut savoir si vous êtes en train de jongler, comme beaucoup le font d'ailleurs, parce que ceux qui prennent les deuxièmes femmes, alors qu'ils sont mariés sous le système monogamique, vont souvent loin. Ils ne font pas ça dans le secteur où ils vivent. Ils font ça plus loin parce qu'ils savent que qu'est-ce qui va amener cette femme ou ce monsieur à aller voir là-bas? Personne. Lui, il a son acte de naissance. Il attend tout simplement, ou elle attend tout simplement le jour où ce sera utile pour grandir. Vous dites même ceci, vous faites, même moi je suis déjà marié. Alors, vous êtes un homme et on vous dit, je suis déjà marié, ben vous tombez des nues. Parce que vous ne savez pas par quel miracle la personne est passée. Mais c'est avec des techniques comme celles que Madame le maire évoquait là, que les gens essaient d'avoir tout cela. Et ils faussent des données. Et justement, en parlant du maire, parce qu'on va sortir par là, que risque le célébrant? Non, il risque beaucoup. Il risque beaucoup parce que non seulement il est en train d'agir dans un secteur où il n'est pas habilité à agir, il est en train de dresser des actes qui seront faux parce qu'il n'a pas la compétence nécessaire. Il peut même être un ancien ou un vieux maire, mais pour l'instant, il n'est pas maire et il dresse des actes que seuls les maires sont habilités à... Seuls les officiers, je préfère dire, parce qu'on peut ne pas être maire. Oui, les officiers d'état civil. On peut ne pas être maire, être officier d'état civil, que ce soit dans un centre spécial, etc., en fonction des nominations ou des exigences de la réalité. Donc, vous n'avez pas la capacité de le faire et vous l'avez fait. Ces actes-là sont nuls et des nuls. Et puis, ils constituent même des actes faux. Leur fausseté ne vient pas du fait que c'est mal rédigé, non. Celui-là peut être le meilleur des officiers parce qu'il va bien rédiger. Vous savez, nos officiers,
il y a aussi la compétence intellectuelle qui joue là. Donc il peut avoir toutes ces compétences, mais il n'a pas l'onction, la qualité de celui qui doit célébrer. Alors Bertrand Tinda, je pense que c'est pas par vous qu'on va sortir. Peut-être que vous voulez rebondir par rapport à ce que disait Maître. Oui, je voulais juste attirer l'attention de nos téléspectateurs sur les conséquences. Parce que là, il s'agit d'une faute du célébrant, mais il s'agit également de la faute des célébrés qui va avoir des conséquences lointaines. Vous voyez, quand on regarde les choses dans ce sens, on n'a même pas pensé aux enfants qui peuvent découler de ce mariage. Ces enfants auront des actes de naissance qui vont être nuls. Et ces enfants n'ont pas demandé à venir sur la terre, encore moins par des actes administratifs qui sont illégaux. Donc, pour moi, je reviendrai juste là-dessus pour dire il faudrait que l'on puisse savoir déjà, sur le plan social ou bien sur le plan socio-psychologique, ce que c'est que le mariage. Pourquoi est-ce que l'on s'y engage? Pour éviter non seulement de causer des désagréments plus tard à des personnes qui n'ont pas choisi d'être naître par vous, et également de pouvoir permettre à notre société d'être une société réelle, d'être une société qui ne vit pas seulement en donnant un mirage, je voulais dire une image, mais un mirage de ce que l'on n'est pas. Parce que, je veux dire, des mariages célébrés de cette façon, c'est-à-dire de façon illégale, vont attirer d'autres personnes qui vont chercher à le faire ainsi. Et plus tard, on n'aura plus de mariage légal, on aura des mariages qui sont tout simplement illégaux. Donc pour moi, ces mauvais mariages même créent des problèmes entre des familles. C'est-à-dire que vous faites un mariage nul qui est peut-être demain annulé, mais vous avez des liens de famille avec votre belle famille, que ce soit du côté de votre mari ou de vous-même. Et demain, les deux familles ne s'entendent plus parce que vous-même, vous ne vous entendez pas. Ça crée la zizanie. Merci infiniment, Maître Laurent Bondje. Merci Bertrand Tinda d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro sur le mariage. On remercie également nos téléspectateurs et on vous donne rendez-vous pour un deuxième numéro. On va revenir sur les préoccupations des uns et des autres demain, sûrement. D'ici là, eh bien, merci messieurs. Bonsoir. Bonsoir à vous également à la maison. Merci.